C'est la fin de la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. Cette première guerre industrielle a permis à l'économie et à la science de faire un prodigieux bond en avant, nouveau paradoxe de l'humanité. Après ce conflit, les hommes commencent à vivre mieux et les femmes à s'émanciper. Une nouvelle ère arrive et permet une explosion créatrice. On voit naître des tendances et des courants dont le point commun est la liberté d'expression et la volonté de quitter les sentiers battus de l'art traditionnel. L'école des surréalistes, le Bauhaus, le jazz, Picasso, Modigliani, Mondrian, Satie, Cocteau, Man Ray et Isadora Duncan. L'art déco et ses audaces architecturales, la coupe à la Louise Brooks, la mode selon Poiret et la sortie du numéro 5 de Chanel. Jusqu'en 1914, l'Europe est le berceau du cinéma, de Méliès aux expressionnistes allemands. Le vieux continent est un véritable creuset. Mais 14-18 permet aux Américains de devenir, en 3 ans, le premier producteur de films au monde. Les comités de censure et les ligues de vertu aidant, les scénarios et les films sont de plus en plus aseptisés et conventionnels, afin de préserver l'intégrité de la famille et des valeurs morales. Malgré le puritanisme de certains, les films que William Fox produisit pour Theda Bara rencontrèrent chez les femmes de cette époque une résonance profonde. Leur intelligence et leur séduction devenaient de nouvelles armes en vue d'acquérir leur indépendance. Lorsque je me retourne sur mon passé, un sourire plein d'ironie me vient aux lèvres. Quel drôle de chemin j'ai parcouru. L'image de la femme que j'interprète dans mes films a fondamentalement transformé la mentalité et les mœurs en vogue dans les années 1915. La tradition victorienne qui régnait alors enfermait les femmes dans un carcan de règles et de devoirs plus contraignants les uns que les autres. Jusqu'à mon apparition sur les écrans de cinéma. J'incarne la vampe, la créature maléfique qui prend l'énergie des hommes et qui ne vit que pour son plaisir. Je fais souffrir ceux qui m'approchent, je bafoue leur honneur et détruis leur famille. Moi qui suis à l'opposé de ces femmes fatales, moi qui suis fidèle à mon mari, moi qui adore lire, eh bien, je suis le symbole de l'indépendance croissante des femmes en ce début de siècle. C'est grâce à mes interprétations cinématographiques que les femmes ont réalisé qu'elles avaient une identité propre. Moi, la petite fille d'origine polonaise et suisse, j'ai changé les mentalités de la moitié de la population des États-Unis. Quel paradoxe! Mon père quitte la Pologne en 1871 pour émigrer à New York, la terre promise. Il y rencontre ma mère et l'épouse en 1882. Il devient tailleur alors que ma mère fabrique des perruques avec de véritables cheveux humains. Le 29 juillet 1885, arrive une petite Theodosia Goodman, moi, que mes parents surnomment Theda. Nous vivons à Cincinnati, dans l'Ohio. En 1898, on fête ma bat mitzvah. Bien que je ne sois pas pratiquante, je ressens une certaine fierté à être née juive. Dotée d'une forte personnalité, je convainc mes parents de me laisser étudier. Ne souriez pas, peu de femmes fréquentaient l'université en 1905. Mais le virus du théâtre coule déjà dans mes veines. J'y passe tout mon temps libre. D'Alan Azimova à Sarah Bernard, les grandes actrices me fascinent. Leur indépendance, leur intelligence de jeu, l'intensité de leurs émotions, l'amour qu'elles donnent au public. Je sens que moi aussi je peux incarner l'esprit de mon époque et devenir une grande actrice. Je décide d'arrêter les études. Mon père doute de mes capacités à jouer. Il a bien raison. Je ne suis pas une actrice née. Dans ces cas-là, il faut croire en soi. Je suis née avec un solide sens de l'humour et une volonté de faire, ce qui me permet d'attendre sereinement mon 30e anniversaire pour que s'ouvrent les portes de la gloire et que les hommes déversent enfin des monceaux de fleurs et des rivières de diamants à mes pieds. Tout cela après ma rencontre avec William Fox, le fondateur des studios du même nom, au bord de la banqueroute. Fait qu'il ne m'avoue qu'après m'avoir fait signer mon contrat. Oui, j'étais au bord de la faillite, et alors, quand on veut gagner gros, il faut savoir miser gros. J'ai compris cette règle très tôt. Lorsque je nais en Hongrie en 1880, mes parents sont pauvres, très pauvres, et décident de quitter l'Europe pour le nouveau continent.
Mais l'Eldorado n'est qu'un rêve et la pauvreté est toujours bien réelle dans le bas New York infesté des rats. De mes 12 frères et sœurs, 6 seulement réussiront à survivre. On ne mange pas tous les jours et mes parents ne peuvent pas nous élever correctement. Je me dis que seul et travaille tôt. L'enfance fait place à l'adolescence. Le garçon de course, je deviens tailleur. J'ai le sens des affaires et petit à petit, je réussis à sortir ma famille de cet enfer. Un jour, un panneau publicitaire attire mon regard. Un de ces drôles de hangars où l'on peut voir des petits films est à vendre. Nous sommes en 1904. J'investis toutes mes économies, près de $1 600, pour l'acheter à Stuart Blackstone de la Vitagraph. L'idée de rendre ce divertissement accessible à tous me semble un bon moyen de gagner de l'argent. Mais Stuart ne m'a pas tout expliqué et les ennuis commencent le lendemain. En fait, les clients, ce sont surtout les hommes qui fréquentent les Nickelodeon. La plupart sont des chômeurs, des alcooliques, des laissés pour compte. Bref, toutes sortes de trafics s'y passent à l'abri des regards indiscrets de la police. Je décide de donner un grand coup de balai et de proposer des films destinés d'abord à la famille. Mon intuition est la bonne et le public change. Avec l'aide de quelques videurs pour rassurer tout le monde. Ma petite affaire marche si bien qu'en l'espace de quelques années, je possède 15 salles. Je gagne très bien ma vie, mais je vois également que les producteurs qui me louent les films dégagent de bien plus gros bénéfices. Seulement voilà une organisation appelée la Patent Company, dirigée par Joe Kennedy, le futur amant de Gloria Swanson, règne sur la production cinématographique et impose aux indépendants des taxes exorbitantes. Je décide d'attaquer ce trust composé des plus gros producteurs, Edison, Biograph, Vitagraph, Esinay, Méliès. Et à la surprise générale, je gagne mon procès. Nous sommes libres. Et les $300 000 de dédommagement sont rapidement investis dans l'achat de salles et surtout dans la production de longs métrages. Dustin Farnham, qui a tourné dans le premier film de Cecil B. DeMille, The Scoreman, possède le même groupe sanguin que moi. Et si j'ai survécu à un grave accident de la circulation, c'est grâce à lui. Par gratitude, je lui propose un contrat à vie. G. Gordon Edwards, le grand-père de Blake Edwards, réalise la plupart de mes films. L'argent qui rentre à flot est aussitôt dépensé dans de nouvelles productions et dans le Movietone, un nouveau procédé qui permet aux spectateurs d'entendre une bande de son synchronisée à l'image. Cette prouesse technique engloutit une montagne d'argent et je me retrouve bientôt au bord de la faillite. C'est alors que Frank Powell me présente Theodosia Goodman, une petite actrice de théâtre. Lorsque William Fox rencontre celle qui allait devenir Theda Bara, il ne sait pas encore que c'est grâce à elle que sa compagnie va devenir numéro 1 en quelques mois et lui rapporter plus de $250 millions. Johnny Goldfrapp, le responsable des relations publiques de la Fox, a une idée géniale. Personne n'aurait misé un sou sur la tête d'une petite actrice potelée de Cincinnati, mais lui décide de créer un mythe. La petite Theodosia Goodman, née dans l'Ohio, devient Theda Bara, anagramme de Arab Death, la mort arabe. Née d'une mère française et d'un père explorateur, sous le regard bienveillant du sphinx de Gizeh en Égypte, la petite fille possède tous les ingrédients pour faire rêver les spectateurs. Theda est une femme intelligente et voit le profit qu'elle peut tirer en jouant le jeu de la compagnie. Bientôt, la presse se rue sur cette étrange actrice qui pose avec des serpents, fume des cigares et fait brûler de l'encens dans sa loge qui ressemble à un palais des 1001 nuits. La première star préfabriquée voit le jour. Du tableau de Philip Burne-Jones et de Vampire, le poème de Rudyard Kipling, Frank Powell écrit et réalise une adaptation cinématographique. Nous sommes en 1915 et Naissance d'une nation de D.W. Griffith laisse sa place de numéro 1 au nouveau film de la Fox, A Fool There Was. En quelques jours, Theda Bara devient l'actrice préférée du public. Un seul acteur passera ainsi à la postérité du jour au lendemain grâce à une nouvelle image de la représentation de la sexualité, Rudolph Valentino. Dans A Fool There Was, je ne joue pas une femme, non, je suis la vampire. Tout un symbole. Mon personnage séduit les hommes, profite d'eux et détruit leur bonheur. John Schuller est un homme heureux,
Avocat réputé, il est amoureux de sa femme et aime son enfant. Tout lui réussit. Mais le destin a décidé de compliquer les choses et notre héros se voit proposer un poste de diplomate en Angleterre. Comment peut-il refuser? Malheureusement, sa famille doit rester aux États-Unis. C'est là que j'entre en scène, moi, l'outil du destin qui va le compromettre. Pris dans mes filets, je tisse autour de lui une toile qui l'empêche de me quitter. Une scène contraste avec l'ambiance mélo du film, l'interprétation d'une crise de délirium très mince qui ressemble à une crise d'épilepsie. Comme pour le rouge à lèvres ou le fard à joues, notre façon de jouer exagère les effets. Le jeu des acteurs de l'époque se divisait en deux écoles. La méthode naturaliste de Konstantin Stanislavski, dont Alan Azimova fut l'élève la plus célèbre, et qui exigeait des comédiens qu'ils s'appuient sur leur propre vécu pour interpréter un personnage. L'autre, celle de François Del Sarte, dont Ethel Barrymore, Laduz ou Theda Bara pratiquaient la méthode, et qui préconisait de ne jamais se déplacer lorsqu'un autre acteur parle, ni de bouger en déclamant son texte. La joie, la colère ou l'amour sont caricaturés à l'écran. Les contraintes sont nombreuses et rares sont les comédiens capables de sortir de ce cadre rigide. Ils doivent également fournir leurs propres bijoux, maquillage et costumes. Dans A Fool There Was, Theda Bara en porte 10. La totalité de son cachet y passe. Mais après le succès du film au box-office, la Fox cède à tous ses caprices et la pousse à jouer ces femmes maudites que le public attend. Carmen de Raoul Walsh en 1915. Camille de J. Gordon Edwards en 1917, Madame du Barry, Salomé et surtout Cléopâtre. Theda Bara sera la première à incarner la célèbre reine d'Égypte. Ses films plaisent et dégagent d'énormes bénéfices. William Fox devient riche, très riche, et le New York Times, de mars 1917, estime sa fortune à 250 millions de dollars. Je dirige à présent deux entités distinctes. La première, Fox Film, spécialisée dans les films à petit budget avec des stars atypiques comme Theda Bara ou Tom Mix, le cowboy le plus populaire des États-Unis. Et la seconde, la 20th Century Fox, en collaboration avec Daryl Zanuck. Je suis devenu l'égal des moguls, les grands patrons d'Hollywood. Nous avons tous commencé de la même manière, grâce à un comédien ou une comédienne possédant ce don unique de représenter son époque. David Ward Griffith lance Lillian Gish et avec Naissance d'une nation révolutionne l'industrie cinématographique. Jesse Lasky et Adolph Zukor de la Paramount font fortune avec Mary Pickford, la petite fiancée de l'Amérique, et deviennent les premiers à industrialiser la profession. Carl Laemmle, le fondateur de Studio Universal, fait fortune grâce à Erich von Stroheim, qui réalise et joue dans Folie de femme. Louis B. Mayer et Irving Thalberg font de la Metro-Goldwyn-Mayer le plus prestigieux studio du monde avec des stars comme Greta Garbo. Moi, c'est avec Theda Bara que j'ai pu construire la Fox. La trentaine de films que nous avons fait ensemble, sans oublier un des premiers films d'animation à la rencontre de Theda Bara, m'ont permis de concrétiser mon rêve,
posséder mon propre studio. Mes films ne sont pas pour l'intelligentsia, je n'ai jamais produit pour les gens des villes. Des scénarios simples opposant le bien et le mal, d'une manière souvent manichéenne, mais qui plaisent à tous. Voilà mon credo. En 1927, je produis L'Aurore, réalisé par Murnau. Ces intellos de la Paramount et de la MGM s'en mordent encore le doigt. Ce film est l'une de mes plus grandes fiertés. Il peint un monde rural où la passion et l'amour sont corrompus par la ville. Je fais travailler John Ford et son film Le Cheval d'Acier lui apporte son premier succès en tant que réalisateur. Mes films se vendent bien et contrairement à mes concurrents, j'investis aussi dans l'immobilier. En 1928, je m'associe avec Marcus Loos, propriétaire de plus de 2000 salles de cinéma. Je crois enfin avoir réussi. Mais le destin est là, à l'abri de mon regard, et c'est en octobre, alors que je roule vers la côte Est pour y rencontrer Marcus Loos, que j'apprends l'horrible nouvelle. Si jusqu'alors les tournages se déroulaient près de New York, pour Salomé, William Fox décide d'émigrer vers la côte ouest en Californie. En 1919, il n'y a pas de musée et pas de bibliothèque. Moi qui lis plus de 5 livres par semaine, je me retrouve soudain sans rien pour satisfaire ma curiosité. Et les femmes sont loin d'être aussi émancipées que chez moi. Mais je gagne plus de 4 000 $ par semaine, et lorsque Salomé sort, c'est un succès. 3 ans plus tard, la grande Alla Nazimova sort sa version moderne, très esthétique et décalée pour l'époque, du conte d'Oscar Wilde, et une histoire onirique loin de la version que j'avais tournée. Quelques mois plus tard, je rencontre Charles Brabin, un des réalisateurs de la Fox. Tout le monde l'appelle Lord ou Sir. C'est le coup de foudre. Nous nous marions. Il me dirige dans Kathleen Mavourneen, une histoire irlandaise. Et c'est alors que je demande une augmentation à William Fox. Après tout, je suis celle qui a lancé la compagnie. Mais il refuse, arguant que les ligues de vertu catholiques porteront plainte, boycotteront le film et le pousseront peut-être à la ruine. Je le quitte et prends mon indépendance. En 1922, David O. Selznick, alors âgé de 20 ans, me fait une cour assidue. Il me propose de tourner pour lui, mais je dis non. Paradoxalement, je suis loin de l'image véhiculée par mes films et je reste fidèle à Charles, qui est pourtant loin de moi en Italie, où il dirige Ben Hur. Avant ce retour précipité, il sera remplacé par Fred Niblo. Je tourne dans Unchastened Woman, une comédie dramatique sur l'infidélité, sujet très en vogue. Caroline, mon personnage, découvre avec bonheur qu'elle attend un bébé. Mais elle apprend par la même occasion que son mari la trompe. Elle décide de partir en Europe pour y élever seule son enfant. Devenue une femme très en vue, elle retourne dans son pays pour se venger de son mari. Mais l'amour triomphera, la maîtresse sera bannie et l'enfant retrouvera son père. Je ne corresponds plus au canon de l'époque et les studios me boudent. Jusqu'au jour où le producteur Hal Roach me propose de tourner dans une comédie. Hal Roach est l'héritier de Mack Sennett. Il a lancé la très belle Jean Harlow qui disparaîtra de manière foudroyante quelques années plus tard. Mais c'est sa collaboration avec Laurel et Hardy qui marque ses débuts. Stan, justement, réalise notre premier film, Madame Mystery, où je joue aux côtés d'Oliver Hardy. Je suis une espionne poursuivie par une bande de voleurs. Je tente de m'échapper en prenant un bateau, car ils veulent me dérober une bombe d'un genre révolutionnaire.
cours du vol, l'un d'eux avale la bombe, branle-bas de combat sur le navire. Finalement, il n'y a que de l'hélium et l'explosion transforme mon voleur en ballon. Le film plaît au public, mais Charles m'interdit de continuer. Madame Mystery sera mon dernier film. En 1926, une nouvelle vampe crève les écrans. Et si elle n'a jamais joué Shakespeare, Greta Garbo laissera une profonde empreinte dans le grand livre du cinéma. Theda Bara profite de ses années de liberté. En 1949, Billy Wilder lui propose un rôle aux côtés de Montgomery Clift dans un film sur le vieil Hollywood. C'est finalement Gloria Swanson et William Holden qui joueront dans Sunset Boulevard. Au début des années 50, Charles et Theda s'installent à Beverly Hills. Et leur voisine n'a jamais su que la gentille vieille dame qui s'occupait si bien de ses rosiers avait incarné la première vampe pour le compte de la Fox. Les journaux du 28 octobre 1929 ont tous la même couverture. Krach à Wall Street. Les actions que j'avais achetées $120 2 mois auparavant valent aujourd'hui 50 cents. Je suis ruiné. Mes associés me poussent à vendre mes parts afin de sauver la Fox. Et en mars 1930, je ne suis plus le patron de ma propre compagnie. Je récupère tant bien que mal 18 millions de dollars, mais en 1932, les nouveaux patrons de la Fox m'entendent un procès pour déclaration de faux bilan. Quelle honte! Moi, le créateur des studios Fox, je me vois condamné à leur verser des millions d'indemnités. Le fisc me réclame également plusieurs millions de dollars, tandis que mes avocats finissent d'engloutir ce qui me reste. Ma chute est vertigineuse. Je m'apprête à purger 6 mois de prison au pénitencier de Lewisburg. Je suis anéanti. Oublié de tous, William Fox doit peut-être sa chute au fait qu'il a toujours voulu faire cavalier seul. Même les seigneurs d'Hollywood obéissent à des règles. Ils sont impitoyables envers ceux qui ne les suivent pas. Lors de son dernier voyage à Los Angeles, William Fox se trouve en compagnie de Loretta Young, l'héroïne du Criminel mise en scène par Orson Welles. Les flashs crépitent autour de la star lorsqu'un passager s'approche d'un photographe et lui dit que William Fox est aussi présent dans la vie. Les journalistes se regardent et on lui demande alors « Mais qui est William Fox ?» Ironie du destin qui fait que les bâtisseurs de cathédrales restent toujours dans l'ombre. William Fox, le petit juif hongrois qui découvrit Theda Bara, mourra seul en 1952 à New York. Theda mourra d'un cancer du foie le 7 avril 1955. Elle est sortie indemne d'une gloire éphémère. Fidèle à son mari, équilibrée et pleine d'esprit, elle a vécu sereinement une existence extraordinaire. Son unique regret est de ne pas être devenue mère. Des années plus tard, son style plaît encore et elle doit sourire en voyant son effigie rappeler sa mémoire. Theda Bara restera à jamais la pionnière des vampes de l'histoire du cinéma et la première star lancée grâce à une campagne de marketing et de publicité. Sa collaboration avec William Fox a permis à la 20th Century de devenir l'un des grands studios. Et pour une fois, l'une des plus incroyables pages de l'histoire d'Hollywood aura été écrite à 4 mains.